Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Cartoons in Motion. Au programme, aujourd'hui, on va parler d'un cartoon qui fait rire, qui va vous ramener sur les bancs de l'école et qui a marqué l'histoire de l'animation en étant précurseur sur de nombreux points tout en respectant son héritage. On va parler des Tiny Toons. Voici l'heure des Animaniacs. Le tout début des années 90 était empli d'espoir avec la libération en Afrique du Sud de Nelson Mandela qui avait été injustement emprisonné durant 27 ans. La même année, Gorbatchev était élu à la tête de l'URSS dont il prononça la fin ainsi que celle de la menace de la guerre froide. C'est à cette époque que le télescope Hubble a été envoyé dans l'espace et toujours la même année, les deux Allemagnes se sont vues réunifiées. Au petit écran, les gens suivaient les débuts de Seinfeld ou encore du Prince de Bel-Air qui allaient propulser leurs acteurs principaux au firmament. Côté cinéma, nous n'avions que 58 minutes pour vivre et là où nous allions, nous n'avions pas besoin de route avec Retour vers le futur 3. On prenait même des cours de poterie avec Demi Moore et Patrick Swayze. 1990 est aussi marqué par le célèbre Nothing Compared to You de Sinéad O'Connor ou encore le Blaze of Glory de Bon Jovi. Ah, ces coupes de cheveux, j'adore. Mais bon, depuis le temps, vous l'avez compris, mon dada, c'est les cartoons. Et en 1990, on avait quelques beaux spécimens comme le célèbre Captain Planet, une tentative de retour en force des maîtres de l'univers avec He-Man, le héros du futur, Disney qui continuait son Disney Afternoon avec Super Baloo, les boys band en plein essor avec les New Kids on the Block, ou de l'évasion avec Nadia et le secret de l'eau bleue. À l'université Acme, les jeunes toons tels que Babs et Buster Bunny essayent d'étudier et de devenir de vraies légendes de dessins animés comme leurs aînés Bugs, Porky, Daffy et les autres. Mais malheureusement pour eux, le chemin de la gloire est long et semé d'embûches. Ils devront faire leurs preuves et résoudre des situations cocasses et inattendues au fil des épisodes avant d'accéder au rang de star. Les Tiny Toons, ou Tiny Toon Adventures en VO, a duré le temps de 3 saisons pour un total de 98 épisodes, avec 65 épisodes pour la saison 1, 13 épisodes pour la saison 2, un film en direct ou vidéo sur les vacances d'été, 20 épisodes pour la saison 3 et 2 épisodes spéciaux sortis quelques années plus tard. 1970. Quoi, tu croyais vraiment qu'on allait commencer en 90 ? Non, depuis les années 1970, le coût de production des Looney Tunes n'a fait que grimper en flèche, au point que le studio a décidé de fermer le pôle animation pour confier la confection des quelques courts-métrages et publicités à des studios externes. Allez, faut sortir le portefeuille. Par la suite, le studio reprendra la main, mais de manière sporadique. Après une dizaine d'années à ne plus produire grand-chose, il est décidé que le département animation va revenir sur le devant de la scène. Et pourquoi ? Parce qu'un certain Steven Spielberg les contacte par rapport à un film qu'il est en train de produire pour le grand concurrent, Disney. Ce qu'il veut est simple, utiliser les personnages de la Warner dans un film qui va faire la part belle à l'histoire de l'animation. Qui veut la peau de Roger Rabbit ? Alors que la Warner avait dit non à Disney, elle cède devant la ferveur de Spielberg et lui demande 5 000 $ par personnage de la Warner utilisé. L'histoire pourrait être juste une belle entrée d'argent pour la Warner, mais contre toute attente, Roger Rabbit est un succès. Le film rapporte 156 millions de dollars aux USA et 330 dans le monde, attirant des gens connaissant peu l'animation et relançant l'animation au cinéma avec le nouvel âge d'or de Disney ou la création d'Amblin et surtout un retour en force à la télévision. C'est le président de l'époque, Terry Semmet, qui a l'idée de relancer sa branche cartoon en produisant un film d'animation original. Pour ce faire, la firme décide de se baser sur ce que le public connaît déjà, les Looney Tunes. Et sur la tendance du moment, les babies. Les babies, c'est une mode qu'on a beaucoup vue en animation dans le début des années 90 et qui vise à dépoussiérer une licence connue en le transposant dans le monde des bébés ou des enfants. C'est comme ça qu'on a eu les Muppets Babies, Scooby-Doo Agence Toutou Risk, Tom et Jerry's Kid, les Mini Monsters, Archie Class, Yo Yogi ou encore The Flintstone Kid. Pour l'amour de Dieu, arrêtez le massacre, arrêtez le massacre! Du coup, l'idée est de faire une version enfant des Looney Tunes ou alors de leur créer des enfants. A noter qu'on aura l'idée des Looney Tunes eux-mêmes en version bébé plus tard dans les Baby Looney Tunes dans les années 2000. Le 20 janvier 1987, la Warner rentre en contact avec Steven Spielberg pour lui proposer de travailler sur ce nouveau projet. C'est là que le choix est fait, ce ne sera aucune des deux idées, mais de tout nouveaux personnages venant suivre les cours de leur mentor.
Ce qui tombe bien puisque Spielberg veut depuis longtemps faire quelque chose comme les Looney Tunes tout en gardant le contrôle. Mais voilà, le projet ne se fait pas tout de suite et évolue en cours de route. D'un film fait pour le cinéma, Spielberg transforme le projet en série pour la télévision en décembre 1988. La raison ? Toucher une plus large audience. C'est du moins ce qu'en dit Gene McCurdy qui supervise la production des 65 épisodes de la saison 1 de la série. McCurdy venait juste de quitter Hanna-Barbera et débaucha pas mal de talents lors de son passage chez Warner, dont Tom Ruegger qui devient responsable de la série et qui créera par la suite des séries comme Les Animaniacs, Minus et Cortex ou encore Hysteria. Oui, je crois que ça vous dit quelque chose vaguement, hein. Ou encore un scénariste du nom de Paul Dini qui fera les heures de gloire d'un certain Batman. Et c'est au final en 1989 que Ruegger et le scénariste Wayne Katz développent le pays Acme et les différents personnages. C'est le 13 avril 1989 que la production de la série commence avec un budget de 25 millions de dollars. Une production très serrée puisqu'il a fallu réaliser les 65 épisodes de la saison 1 en 18 mois. Pour ce faire, la Warner et Ambler Entertainment, le studio de Spielberg, contactèrent de nombreux studios d'animation du monde entier pour travailler sur le projet. Ainsi, Tokyo Movie Shinsha, qui a animé par ailleurs le générique, Wang Film Production, Acom, Freelance Animation New Zealand, Encore Cartoons, Star Toons et Kennedy Cartoons se mettent au travail. D'ailleurs, les épisodes faits par Kennedy Cartoons sont très reconnaissables car bourrés de tics, comme les pieds qui remuent dans le vide, des bouches qui bougent comme si elles mâchouillaient et une utilisation excessive des déformations de type étirement et rebond. Les dirigeants de Warner n'ont vraiment pas aimé travailler avec ce studio dû à la qualité fluctuante de leur rendu, obligeant souvent à faire de nombreuses retouches. Mais parfois, les choses étaient encore pires, comme dans le pilote, où les séquences de Kennedy ont dû être réanimées par d'autres studios. Une fois le rush de la première saison passé, Warner coupera tout contact avec Kennedy Studio. Mais c'est de la merde! Il faut comprendre que Tiny Toon Adventures avait des standards de production beaucoup plus élevés que les autres dessins animés pour la télévision. On parle de là de plus du double de celluloïdes que ses concurrents. Un épisode comptait environ 25 000 celluloïdes contre 10 000 pour un épisode de Scooby-Doo par exemple. Le tout offrait une meilleure fluidité au personnage. Le pilote de la série a même droit à une diffusion en prime time sur CBS le 14 septembre 1990, juste après un épisode des Tortues Ninja. Bien qu'il fasse mieux que les Tortues, la série est battue par la concurrence avec 6 millions de spectateurs de plus qui ont préféré regarder une rediffusion de La Vie de famille à la place. La Warner décide donc de bouger la série de cases, mais par la suite, le succès est là avec des audiences dépassant celles de Disney Afternoon. Pas mal de merchandising et dépoussiérant l'image un peu ringarde des toons de la Warner. Après 2 saisons réussies, la Fox achète l'exclusivité pour une saison 3 et en 1992, la série s'arrête pour laisser la place à une autre série du studio, Les Animaniacs, même si 2 spéciaux sont produits en 1994. Let's go to Toontown. Don't worry, her jobs are safe, she says. I'll give up everything for you, but you will be stars again. Now what, Babs? Buster Bunny, c'est le personnage principal de la série, avec sa meilleure amie Babs Bunny, sans lien de parenté comme il ne manque pas de le souligner. On le reconnaît à sa fourrure bleue et blanche et à son t-shirt rouge. Il est prêt à tout pour déclencher le rire de ses amis. Buster est un gagnant à une tonne de bonnes idées et de rêves. En fait, il est un petit peu ce que chaque enfant aimerait être, un être attachant, plein de malice, qui arrive à sortir de toutes les situations. En ça, il emprunte beaucoup à son mentor Bugs Bunny. Babs Bunny, c'est l'autre star du show. Babs est juste le diminutif de son vrai nom, Barbara Ann Bunny, mais elle déteste qu'on l'appelle comme ça. Il s'agit d'une jeune lapine au pelage rose et blanc qui porte presque tout le temps un haut jaune et une jupe violette, ainsi que des nœuds à chaque oreille de la même couleur. L'humour de Babs est pas mal basé sur l'improvisation ou la caricature, proche de ce que pouvait faire Robin Williams, bien qu'elle aille un peu loin parfois. On pourrait croire que elle aussi son modèle est Bugs Bunny, mais non, pas uniquement. Il s'agit aussi de Donné, la fiancée d'un ancien personnage des Looney Tunes, Bosco. Plucky Duck. Il s'agit d'un jeune canard de couleur verte qui porte tout le temps un marcel blanc. Lui ressemble pas mal à son mentor Daffy Duck. Il est égoïste, avare, hyperactif et cupide. C'est un enfant qui n'a aucun sens de la censure, toujours en train de préparer un plan visant à le mettre en avant, mais qui échoue toujours. Si Buster réussit toujours à s'en sortir, lui réussira toujours à perdre, et quasiment toujours par sa propre faute. Plucky peut parfois être héroïque, mais la plupart du temps, il n'aura que faire des sentiments de ses amis. Plucky est ami depuis longtemps avec Hampton et Buster, même s'il lui tape souvent sur les nerfs. Plucky cherche souvent l'amour de Shirley, mais cette dernière a l'air de lui prêter peu d'attention. Hampton est un petit cochon rose en salopette bleue. Comme sa contrepartie, Porky le cochon, Hampton est l'homme droit, qui suit les règles, comme un petit scout qui est souvent tourmenté par Plucky. Mais à la différence de son mentor, lui ne bégaye pas. Il est aussi obsédé par la propreté, un comble pour l'image qu'on peut se faire du cochon. C'est aussi un cochon très intelligent, très gourmand, très timide, dû à un manque de confiance en lui, et qui a peur d'à peu près tout ce qui l'entoure. Elmira Duff.
Elmira Duff est une petite fille aux cheveux rouges et à la robe bleue, une jupe blanche. Sa contrepartie adulte serait Elmer le chasseur. C'est une adversaire de Buster et Babs, mais Elmira est extrêmement stupide, et son intérêt principal est de capturer et de soigner tous les animaux qui lui passent sous la main, y compris ses camarades de classe comme les deux lapins. Sauf qu'au final, son attention pour les animaux finit plus souvent en torture pour les animaux qui cherchent désespérément à lui fuir. Montana Max. Montana Max, lui, est basé sur Sam le pirate. C'est un enfant pourri gâté, très dominateur. C'est le principal ennemi de la série. La jeune Elmira est très amoureuse de lui, mais Max essaye par tous les moyens de la rejeter pour l'éviter. Ce qui semble faire que la rendre encore plus accro. La voix de Buster Bunny est celle de Luke May, qu'on ne présente plus. Ah si quand même. Bon, vous connaissez sa voix parce que c'est celle de Marty McFly dans Retour vers le futur, de Brandon Walsh dans Beverly Hills, ou encore de Roger dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Décidément, ce lapin est partout. Celle de Plucky Duck n'est autre que... Luke May encore. Qu'est-ce que vous voulez, quand vous êtes capable de faire autant de voix, ça serait dommage de s'en priver, hein. La voix de Babs Bunny est celle de Barbara Tissier. On la connaît surtout pour être la voix française de Cameron Diaz, de Jessie de Toy Story, la petite Sarah de Princesse Sarah, Raven Sinomé de Phénomène Raven, ou Miranda Otto dans Le Seigneur des Anneaux. Pour le doublage de Hampton, c'est Patrick Guillemin qui s'y colle. Il était le Ned Flanders des Simpsons, mais sur les Tiny Toons, c'était aussi Daffy Duck, Pépé le Putois, Porky le Cochon, Charlie le Coq, Elmer le Chasseur, Sam le Pirate, Taz et Gros Minet. Rien que ça, hein. Montana Max, pour sa part, était joué par Emmanuel Garigeau. Ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est aussi la voix française de Chris Pine, d'Aiden Christensen, de Liam Hemsworth ou de Michael Peña. En ce qui concerne les DVD, on peut lancer le running gag. Il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas ailleurs. Il en existe aux USA, mais évidemment, ils sont zonés, empêchant d'être lus sur vos lecteurs de DVD français. Non, si on veut se replonger un peu dans l'univers des toons, il ne reste qu'à trouver un magnétoscope et les VHS qui vont avec, et encore, comme à l'époque, ce sont des best-of des épisodes qui étaient sortis et pas toutes les saisons. Sinon, il y a bien les bandes dessinées que vous pouvez peut-être encore trouver en brocante, ou alors les jeux vidéo, puisqu'il en existe pas moins de 17 différents sur différents supports, et ça jusqu'en 2002. Quand on parle des cartoons de la Warner, les gens ont tout de suite tendance à penser à Batman The Animated Series ou aux Animaniacs, en oubliant hélas bien souvent les Tiny Toons. Et l'on doit beaucoup aux Tiny Toons. Si vous avez déjà vu la série, vous vous souvenez au moins de son générique qui était super entraînant et qui restait dans la tête pendant des jours et des jours. D'ailleurs, c'est pas ma faute si vous le chantonnez tout le reste de la semaine après cette vidéo. Et rien que ce générique était super bien pensé. Déjà, il annonçait que c'était une série comique, présente le monde, les personnages et un trait de caractère. Présente le lien avec les Looney Tunes, que le tout va être très drôle, barré, mais gentil, et surtout met en avant le nom de Spielberg pour donner encore plus de crédit à la série. Le principe même de la série était d'être à la fois un hommage aux Looney Tunes, mais aussi d'être quelque chose d'original. Plutôt un casse-tête, hein. Pour le côté hommage, on a carrément des épisodes qui reprennent la structure des anciens cartoons, ou qui reprennent même le concept. Mais dans l'ensemble, c'est surtout l'humour qui a été repris, en le replaçant dans les années 90. À l'époque, la manière de faire rire les gens dans les cartoons n'était plus du tout la même qu'aux grandes heures de la firme. Même dans les derniers courts-métrages qu'on pouvait avoir au cinéma, le tout s'était pas mal adouci. Parce que les vieux cartoons des Looney Tunes s'étaient remplis de commentaires sociaux, de parodies, d'imitations de personnalités, de blagues un peu ringardes, d'utilisation d'argot. Quelque chose qui a été perdu depuis longtemps, mais que les Tiny Toons reprenaient pour notre plus grand plaisir, et ce qui sera la base de tout ce que fera l'équipe créative par la suite, comme les Animaniacs ou Freakazoid. Il n'y a qu'un seul héros capable de capturer Grottman. Un seul héros à la bravoure nécessaire pour combattre ce monstre. Ce héros est... dans une autre série. L'humour des Tiny Toons est vif, basé sur le rythme et la parodie. Les Tiny Toons ont ouvert la voie aux scénaristes en ce qui concerne l'humour. Ils ont pu y tester des choses qui de nos jours sont assez habituelles dans nos cartoons. Après, il y a forcément de grosses différences entre les Looney Tunes et les Tiny Toons, parce qu'on parle de deux périodes qui n'ont rien à voir, de durées différentes, que l'un était fait pour le cinéma pour un public adulte et que l'autre était fait pour la télévision pour les enfants. L'un des éléments qui sera le plus développé dans les Tiny Toons, ce sont les références culturelles qui sont ultra ancrées dans les années 90, que l'on nomme désormais pop culture, et qui fait que la série a mal vieilli et est dure d'accès pour un public qui ne sait pas que Michael Keaton était Batman ou qui ne connaît pas Terminator 2. Durant le run de la série, il y a même eu de nombreuses attaques faites contre l'administration Bush père. Et en fait, cette série représente ce que les années 90 étaient. Mais bon, quand j'étais enfant, pas mal de blagues sont passées à des années-lumière de moi, mais une fois qu'on a les références, elles sont assez brillantes. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les Tiny Toons est l'un des premiers à le faire, et pour ça, la série était en avance sur son temps. Sauf que voilà, cet humour ultra référencé marche très bien sur nous, mais c'est exactement ce qui fait que la série paraît si datée quand on revoit les épisodes. Faut mettre has been que has never been. Souvent, les gens font la remarque que les Tiny Toons c'était cool, mais moins marrant que les Animaniacs. Est-ce que c'est vraiment le cas ?
On a chacun notre opinion en ce qui concerne ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas. Mais Bruce Timm, le créateur de Batman The Animated Series, nous apporte un élément de réponse dans son livre en disant que tout ne s'est pas toujours très bien passé chez les Tiny Toons, en raison de Steven Spielberg qui ne souhaitait pas pousser l'humour très loin, à l'inverse des scénaristes. Vous imaginez ce que ça aurait pu donner si on leur avait laissé carte blanche ? Quand on voit pour la première fois la série, on peut se dire qu'elle est très enfantine, avec son arc-en-ciel coloré, ses animaux anthropomorphiques de toutes les couleurs, ses chansons, mais si on lui donne sa chance, on est surpris de découvrir que les Tiny Toons sont en fait une série très intelligente et agréable à regarder. D'abord grâce à ses histoires. C'est là que se trouvait le véritable danger pour la série, puisque les thèmes étaient assez vus et revus et donc prévisibles, voire clichés. Mais les scénaristes étaient assez malins pour éviter le piège en faisant des aventures simples, mais destinées à la fois aux enfants et aux adultes. Et là aussi, on se retrouve avec quelque chose d'assez intéressant. Pour la première fois, on se rend compte qu'on peut faire un contenu destiné aux plus jeunes avec un sous-texte qui fera rigoler des adultes. On pourra dire merci à Roger Rabbit et aux Simpsons pour avoir montré la voie. Par contre, l'un des aspects qui pouvait rebuter était la morale présente dans certains épisodes. Mais ça, c'est aussi lié à l'époque, puisque pour être rediffusé sur les chaînes locales, on encourageait pas mal les programmes à avoir un côté éducatif. Mais là encore, le tout n'est pas aussi marqué dans tous les épisodes, on parlait d'écologie, de crime, d'estime de soi, même si certains ont pas mal fait parler d'eux comme celui sur l'alcool. Un autre des aspects qui était en avance sur son temps, c'était le traitement des personnages féminins, qui est assez original. Alors soyons clairs, il y avait Babs Bunny qui était clairement mise en avant, et les autres comme Shirley ou Elmira qui n'étaient que des personnages secondaires. Donc on est bien loin d'une idée de parité, hein. Mais Babs était traitée avec tout autant de sérieux que Buster, elle avait une personnalité bien développée et travaillée, et on aurait un petit peu de mal à se dire qu'à l'époque, c'était pas vrai pour la plupart des autres séries. Get back in the kitchen. On va pas se mentir, certains épisodes ne sont pas top. Il y en a même quelques-uns de mauvais, comme celui du bébé Otari, mais à côté de ça, on a du très très bon, comme celui avec Hampton qui doit disséquer une grenouille qui danse et qui chante dès que personne d'autre comme Ton la regarde. Dans les très très bons, on peut aussi parler des épisodes avec Plucky Bébé ou encore de They Might Be Giants qui est juste génial. Mais combien de séries peuvent se vanter d'en avoir autant de bons et d'avoir fait avancer leurs médias ? Qu'est-ce qui fait que beaucoup d'enfants de cette époque ont gardé un bon souvenir des Tiny Toons au point de les préférer parfois aux Looney Tunes ? C'est simple, on était des enfants et les Tiny Toons étaient aussi des enfants. Un bon processus d'identification. En fait, on voit souvent les Tiny Toons comme un test des Animaniacs, et ce n'est pas si faux que ça puisque la série a été arrêtée pour laisser la place à l'autre, en gardant une intro assez similaire et pas mal de voix en ce qui concerne la VO. Sans la présence de Dizzy dans les Tiny Toons, par exemple, on n'aurait certainement jamais eu la très bonne Tazmania, Taz étant toujours relégué au second plan et comme adversaire des autres Toons. Il faut se dire que sans les Tiny Toons, nous n'aurions sûrement jamais eu le revival qu'ont connu les Looney Tunes et donc jamais eu Space Jam. Comment ça aurait pas été grave ? Les Tiny Toons est une série qui a changé la façon de faire des cartoons, que ce soit d'une manière technique, en augmentant la qualité de l'animation, et en ouvrant de grandes portes à l'animation à la télévision. D'une manière scénaristique, en posant les bases d'une nouvelle écriture humoristique. La série a été le précurseur de plusieurs grands projets de la Warner, et aura réussi à remettre les Toons sur le devant de la scène, et rien que pour ça, c'est une série qui mérite sa place parmi les grandes séries de la télévision. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi les Tiny Toons ont une place particulière dans mon petit cœur de fan de cartoon. Et même si les épisodes sont difficilement trouvables, on pourra se consoler en se disant que dès cette année, on aura le droit à une nouvelle version des Animaniacs pour se rappeler cet état d'esprit. J'ai hâte, pas vous ? On se donne rendez-vous pour un prochain Cartoon in Motion dans quelques temps. D'ici là, regardez de mon cartoon. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les Tiny Toons ou à me partager vos souvenirs de jeunesse avec moi. Pour m'aider avec l'émission, rien ne vaut de liker cette vidéo, de la partager à vos proches et d'échanger un petit peu avec moi. Et on se dit à bientôt. See ya!